Merci pour tes conseils. On va laisser la parole au docteur Camille Rambaud, du coup, qui est chirurgien réfractif ophtalmologue à Paris, à l'Institut Laser Voltaire. Merci. Merci beaucoup. Merci Alain Angeau pour cette invitation. Je suis ravi d'être avec vous ce matin. Je suis effectivement le docteur Camille Rambaud. Je suis installé à Paris. J'ai créé une clinique de chirurgie réfractive et aujourd'hui j'ai une activité quasi exclusive en chirurgie réfractive. Quand j'ai vu ce thème, quand on m'a donné ce thème, j'ai essayé de me replonger à l'époque de mes premiers LASIK pour retrouver les conseils pratiques que j'aurais aimé avoir avant de me lancer. Alors déjà, de quoi parle-t-on? On parle de la deuxième chirurgie la plus faite en ophtalmologie. La première, c'est la cataracte. Il y a 800 000 à 1 million d'opérations par an en France. La chirurgie réfractive, c'est la deuxième chirurgie avec 200 000 procédures, donc 200 000 yeux opérés chaque année. 70% d'entre eux sont au LASIK. Alors le LASIK, c'est ça. Alexandre vous en a déjà parlé. C'est notre laser Visumax 800. Donc c'est un des lasers femtosecondes. Et donc on va faire une découpe au laser femtoseconde d'un capot d'un volet cornéen. Le laser femtoseconde peut agir à une profondeur voulue. On peut dire, bah voilà, je vais faire un capot, une incision à 110 microns sur la surface. Et vous allez voir, avec ce laser, c'est très rapide, c'est formidable, ça ne fait pas mal, il n'y a pas d'hémorragie conjonctivale. Mais il y a d'autres lasers. Alors, il faut savoir que, effectivement, comme vous disait le docteur Rosenbaum, le laser femtoseconde, c'est une invention révolutionnaire en physique, en médecine, et ça a été développé par les travaux du professeur Mourou, qui était ici même dans cette salle il y a 3 mois pour recevoir une médaille d'honneur de l'Académie de chirurgie. Une fois qu'on a fait ce capot, ce volet cornéen, on va pouvoir aller translater le lit sous le laser excimer, donc c'est un autre laser. Et donc on va soulever le capot. Là, c'est un patient que j'ai opéré il y a une semaine. J'ai pas mis le plus beau LASIK, c'est un LASIK standard. Voilà, je soulève mon capot, je récline le capot. Il y a une charnière, donc le capot n'est pas libre. Vous voyez qu'il y a encore une adhérence en supérieur. Je mets à nu le stroma. Et alors pour la vidéo, on peut activer en rouge les points du laser. Donc vous allez voir effectivement le laser. Normalement, on ne le voit pas. Et donc, chaque petit point rouge, c'est un faisceau de laser qui va donc photoablater, vaporiser un petit peu de stroma pour modifier la forme de la cornée. Quand on est myope, on va creuser au centre. Quand on est hypermétrope, on creuse en périphérie. On repose le capot. Et là, je vous montre comment on repose un capot. En tout cas, c'est ma technique. Je lave bien les débris qui sont sous le stroma. Et en fait, je mets un petit taquet sur la charnière qui va donc glisser et se remettre sans pli à la surface. Et ensuite, par capillarité avec une sponge, je vais aspirer le liquide trappé sous la charnière. Alors, c'est une technique, le LASIK, qui est extrêmement efficace. C'est des résultats excellents. On a une sécurité. Donc, il n'y a pas de. Les plus grosses cohortes, hein, il y a des cohortes avec 500 000 patients opérés. C'est une chirurgie qui est extrêmement faite à travers le monde. Il n'y a pas de cas de cécité. Vous pourrez trouver des histoires de chasse, hein, mais voilà, c'est une chirurgie qui ne rend pas aveugle et qui donne d'excellents résultats avec plus de 90% de cas de 10 dixièmes. Et 97% des patients referaient l'intervention. Alors, quand on commence, ce dont on a peur, c'est ça. C'est le site Stop LASIK avec un doigt d'honneur en rouge à tous les ophtalmos qui font du LASIK. C'est les articles de presse, Tony Truant. Là, il y en a eu un récemment avec un patient opéré au 15-20 qui a eu une ectasie, malheureusement. Ça arrive, mais voilà, derrière, dans le Parisien, il y a un cas de patient qui a. Enfin, voilà, c'est effectivement un peu effrayant parce que c'est une chirurgie d'un œil sain. Et donc, pour le patient comme pour le chirurgien, bah, c'est un peu effrayant de se lancer. Et de quoi a-t-on peur? Bah, c'est des complications. Donc, on va en parler. Si on a peur de quelque chose, il faut aller savoir de quoi il s'agit. Et ben, les complications, parlons-en. Alors, moi, quand j'étais mon chef de service, quand j'étais chef de clinique, nous disait toujours, quand on arrivait penaud avec une complication, il nous disait, bah, il n'y a que les chirurgiens qui n'opèrent pas, qui n'ont pas de complications. Et à l'inverse, quand on pavoisait parce qu'on avait plein de super bons résultats, qu'on n'avait pas eu de rupture capsulaire depuis un an, il nous disait, bah, si tu n'as pas de problème, c'est que tu n'opères pas assez. Donc voilà, les complications, je vous les souhaite à tous. Ça veut dire que vous opérez suffisamment pour les avoir. Et donc la première d'entre elles, ce que je dis à mes patients quand je les vois en consultation, c'est bah, la plus fréquente, c'est que vous aurez l'œil sec. Cette sécheresse oculaire, elle est résolutive, elle va passer progressivement, spontanément. Et le taux de sécheresse chronique, c'est-à-dire qui dure plus d'un an, c'est environ 1%. Donc c'est rare, mais ça peut arriver. Et puis la complication, donc cette fois la plus sévère, bah, c'est que vous reportiez des lunettes. Voilà, ça ne rend pas aveugle, mais vous pouvez avoir des lunettes parce que bah, soit il reste un petit défaut de vision, mais auquel cas on pourra éventuellement faire une retouche. Soit bah, en fait la retouche n'est pas possible parce que votre cornée ne va pas forcément très bien. Mais ça, c'est des choses qui sont extrêmement rares.
Et puis après, donc les complications rares, donc moins de 1%. Et, il y en a 3, donc pareil, je vous les souhaite, hein, vous les aurez, il faut juste savoir les gérer, on va le voir ensemble. Donc c'est les plis de cornée, l'invasion épithéliale et la DLK. Et beaucoup plus rare, là je vous le souhaite vraiment pas, c'est l'ectasie post-lasique, c'est un kératocone induit par la chirurgie, donc ça survient entre 3 mois et 24 mois post-op. Et ça survient dans 0,02% des cas, c'est très rare. Et l'infection, c'est encore plus rare. Il se trouve que j'ai un chirurgien dans ma clinique qui en a eu une récemment, mais sinon, je n'en avais jamais vu. L'infection post-lasique, ça peut être de bons pronostics si c'est bien pris en charge. Et la patiente, c'était il y a quelques mois, a récupéré 10 sur 10. Alors voilà, donc ça, c'est une image assez classique qu'on peut voir d'une sécheresse assez sévère post-opératoire. On voit très bien en fluo le capot de l'ASIC, on voit la démarcation du side cut, et on voit cette KPS en inférieur. Donc ça, bah, il faut donner des agents mouillants, ça va récupérer progressivement, et vous pouvez éventuellement ajouter des bouchons lacrymaux. J'aime bien, moi, la doxycycline péros pour les composantes inflammatoires avec des télangiectasies, et la cyclosporine en collyre, si jamais ça dure plus d'un mois, peut être très intéressante aussi. Alors ici, c'est un aspect que vous verrez au début et on ne sait pas trop comment réagir. Vous dites, voilà, est-ce que c'est des plis de cornée? Alors vous voyez, cette cornée elle est un peu plissée. Et en fait, ça, il ne faut pas intervenir, c'est des micro-plis. Donc en fait, vous avez fait un traitement myopique. La cornée est donc creusée, le stroma au centre. Et donc quand vous reposez votre capot, bah, il va s'affaisser un petit peu au centre. Et donc vous avez des plis en fait, du stroma et de l'épithélium. Et donc ça donne ces micro-plis qui ne sont pas organisés, qui ne sont pas parallèles les uns aux autres. Et donc ce ne sont pas des plis de pleine épaisseur à retoucher. Par contre, là, bah, vous voyez, ces plis sur le côté, c'est un patient que j'ai opéré qui s'est pris le doigt de son fils dans l'œil le soir de la chirurgie. Donc là, malheureusement, bon, c'est des plis qui sont très parallèles les uns aux autres. Et donc, ça, déjà, il le sent, hein. C'est-à-dire quand il cligne des yeux, il sent sa cornée, ça fait mal. Et puis surtout, ça a une incidence réfractive. Donc moi, je suis très interventionniste sur ces plis-là. Je vais très facilement, donc il faut ressoulever le capot, stretcher la cornée pour déplisser. Et moi, ce que je fais quasiment tout le temps, c'est que je vais désépithélialiser en regard des plis. Parce qu'en fait, l'épithélium va maintenir le pli. En fait, il est lissé à la surface, l'épithélium est homogène et lisse. En dessous, vous avez les plis de stroma, et donc l'épithélium vient se mettre dans les plis. Et donc, si vous allez stretcher, bah, l'épithélium retient le pli. En désépithélialisant en regard des plis, vous allez permettre à la cornée de se repositionner, mais vous faites ça juste en regard des plis. Vous remettez tout ça délicatement, vous hydratez bien, vous lavez, une petite lentille. Le patient sera ravi que vous l'ayez bien pris en charge, et les plis seront de très bons pronostics. Alors là, ici, c'est une autre complication, que vous connaissez sans doute, c'est l'invasion épithéliale. En fait, l'épithélium, en cicatrisant, parce qu'il a été un petit peu abîmé pendant la chirurgie, va se tromper de chemin, et au lieu de cicatriser en surface cornéenne, il va rentrer sous l'interface par un petit tunnel. Et donc, on a une invasion de l'interface par l'épithélium. Donc c'est inflammatoire. Là, vous pouvez surveiller le patient. Ça évolue pas extrêmement rapidement. Je vous conseille de mettre des colliers corticoïdes un peu toxiques comme le chibrocadron de manière horaire pour abîmer un petit peu l'épithélium, l'empêcher de trop pousser. Et puis c'est anti-inflammatoire également, ça sera utile. Et si jamais vous voyez que ça a une incidence réfractive, que ça progresse trop, eh bien là, vous pourrez éventuellement soulever le capot, aller gratter l'épithélium sur la face tromale et sur la face du capot et repositionner tout ça délicatement. Alors ça, ben, voilà, ça s'appelle une DLK, un SOS syndrome. J'en ai eu beaucoup l'année dernière. Je ne sais pas pourquoi. J'en ai eu 5-6, alors que c'est normalement plutôt 1% des patients, voire moins. Et en fait, la DLK, ça justifie en soi de voir tous ces patients LASIK à J1. La DLK, c'est dès le lendemain, vous le voyez, ou le surlendemain. Ça évolue très vite. Donc, c'est une réponse inflammatoire de l'interface. Ça évolue très, très vite. Et c'est plutôt de bon pronostic, même si on ne le prend pas en charge, mais le patient est gêné. Alors, c'est une gêne qui est souvent décorrélée de l'examen clinique. Le patient se plaint assez peu, il dit, voilà, je suis un peu photophobe, et vous regardez en lampe à fond, vous voyez ça. Vous... oui, c'était bilatéral à chaque fois. Et donc, vous voyez ça, vous êtes, ouais, ouais, c'est très effrayant. Donc, pareil, je suis très interventionniste sur la DLK. Il y a une attitude thérapeutique qui est décrite là. Donc, le stade 1, quand c'est vraiment très périphérique, pourquoi pas juste un traitement topique et éventuellement Péros. Mais voilà, des stades 2 et 3, le stade 4, vous ne le voyez pas le lendemain. Ça survient dans les 3 4 jours qui suivent. Donc, vous avez vu votre patient le lendemain. On est avant le stade 4, hein, ça n'arrive pas si vous avez bien suivi votre patient. Stade 2 et 3, moi, je vais tout de suite aller laver à la dexaméthasone, mettre des corticoïdes Péros, de la doxycycline Péros, de la vitamine C.
et aller mettre des collyres horaires de corticoïdes. Vous le bombardez d'anti-inflammatoires et c'est le bon pronostic. Si jamais vous avez un stade 4, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une nécrose du stroma et donc un shift hypermétropique qui va progressivement se stabiliser. Et au bout d'un an, vous pourrez faire une retouche LASIK pour corriger ce shift. Donc c'est plutôt de bon pronostic, mais on préfère ne pas en arriver là. Ça, voilà, c'est une patiente que j'ai opérée il y a quelques semaines, que je vous ai retrouvée. Donc, voilà, on s'approche, on va faire le capot. Ça arrive pour tous les femtos. Ça arrive à tous les chirurgiens, tout le temps. Il faut savoir gérer. Vous voyez l'autre œil, regardez en bas à gauche, qui papillonne. La patiente stresse un peu. Je vais commencer ma découpe. Elle est flippée, hein. Et là, vous voyez, hop, voilà, lâchage de succion. Donc, l'œil est parti. Je n'ai pas fini ma découpe. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, vous reprenez tout de suite votre œil, votre patient, le même cône, vous ne changez rien, vous y retournez. Si vous changez de cône ou si vous changez la profondeur d'ablation, le risque c'est d'avoir ce qu'on appelle un millefeuille, c'est-à-dire différents plans de découpe qui vont partir en lambeaux quand vous allez soulever. Là, en fait, le laser femtoseconde agit en créant des petites bulles à une profondeur donnée dans la cornée. Ces petites bulles vont se réunir les unes aux autres, créer une épaisseur et donc un plan de dissection. Si vous reprenez le même cône d'aplanation et que vous repartez sur la même profondeur, vous allez retourner exactement au même endroit et vous pourrez donc, quel que soit le femtoseconde, là c'est le Visumax 800, hein, ça marche pour les autres, vous pourrez retourner sur le même plan de dissection. Alors voilà, je vous ai mis ma plus belle photo, ma photo de jeune premier. En fait, le principe avant l'opération, quand le patient vient vous voir, c'est d'incarner le chirurgien qu'il veut rencontrer. Ok. Donc c'est très important. Quand vous allez le voir en consultation, vous allez lui donner une information claire, loyale et appropriée, évidemment. Par contre, le but, c'est pas de le surcharger d'informations. Il n'est pas là pour savoir l'incidence de la DLK et qu'est-ce que vous faites en cas de stade 4. C'est pas du tout ce qu'il veut savoir. Lui, il vient. Le motif de consultation sur Doctolib, c'est consultation préopératoire. Il vient pour se faire opérer. Ok. Donc vous lui expliquez et il va avoir toujours les mêmes questions. C'est celles que j'ai tous les jours en consultation, qu'on a tous. La première, c'est voilà, j'ai peur de devenir aveugle. Bah, ça, vous lui direz non, vous ne devenez pas aveugle. Voilà, au pire, vous reportez des lunettes, éventuellement dans les cas les plus sévères des lentilles un peu complexes, mais vous ne devenez pas aveugle. J'ai peur d'avoir l'œil sec. Bah, là, vous lui dites, bah oui, vous l'aurez, c'est sûr. Vous aurez l'œil sec, mais ça va partir spontanément, progressivement. Et le taux de sécheresse chronique, c'est environ 1%. C'est rare et c'est des patients qui ont probablement été mal screenés. Comme vous disiez Alexandre tout à l'heure, il ne faut pas opérer les gens qui ont les yeux secs. J'ai peur de flipper pendant l'opération, de bouger. Là, vous lui dites, ben, moi, j'ai pas besoin de vous. Ok, vous venez le jour de l'opération. J'ai pas besoin de votre participation. C'est moi qui fais. Vous n'avez pas à bien faire ou mal faire, à ne pas cligner. C'est moi qui fais. Vous venez et je vous donnerai un petit anxiolytique quand même juste avant pour que vous soyez bien tranquille. Et puis après, il y a tout le panel, l'éventail des questions bizarres. La plus fréquente que vous connaissez tous, c'est, mais docteur, vous avez commencé quand, à quel âge à opérer là? Ça fait combien de temps? Vous avez fait combien de LASIK? Et là, bah, vous ne lui dites pas que c'est votre premier, hein. Vous allez lui dire, bah oui, j'opère, je suis chirurgien, voilà, j'opère, c'est mon activité, je suis chirurgien ophtalmologue. Vous éludez et vous répondez à toutes ces questions bizarres avec un ton de confiance. Et puis voilà, faut éluder, faut savoir driver aussi son patient, hein. Pendant l'opération, et c'est un des messages principaux que je voudrais vous donner aujourd'hui, vous gérez au début votre stress et le stress du patient. Pour gérer ça, la technique que je vous recommande et que je fais moi tout le temps, c'est de faire et dire toujours la même chose. Quand vous êtes au bloc de manière générale, mais en réfractive à fortiori, parce que en réfractive, il y a plus d'interaction pendant l'opération avec le patient, mais c'est vrai pour toutes les chirurgies, il faut savoir faire et dire toujours la même chose. Comme moi, vous êtes en retard en consultation. Il y a, bon, moi, j'ai ma femme qui m'appelle parce que le gosse est malade. Vous avez ce patient, mais oui, mais vous pensez, il y a son cousin, voilà. En fait, vous êtes en train d'opérer, mais il y a plein de choses en tête. Quand vous arrivez, moi, quand je commence un LASIK, je dis toujours la même chose. Le patient est allongé, il regarde vers le haut, et je lui dis, voyez mes doigts droit devant. Donc, je vais vous donner pas mal de petites indications pendant toute la procédure. Et vous, le but du jeu, ça va être d'essayer de ne pas me répondre, parce que quand vous me parlez, ça mobilise votre tête. D'accord? Alors maintenant, vous allez pouvoir fermer les yeux. C'est des petits mots qui, je dis avec une voix calme, et ça va rassurer le patient, et moi, ça va me focaliser dans ma chirurgie. On est tout de suite, on rentre dans ce tunnel un peu hypnotique de l'opération. Et surtout, le patient, comme ça, ne parle plus. Il a bien compris qu'il fallait plus parler. Et ça, c'est très important. Le patient en chirurgie réfractive, en LASIK a fortiori, n'a pas besoin de vous parler. S'il a mal, il vous le dira. Mais tout le reste, genre, docteur, je regarde au bon endroit. Non, vous ne parlez pas. Voilà. On n'a pas besoin de savoir si vous voulez regarder ou pas au bon endroit. C'est pas le but.
Et donc, ce qu'il faut, c'est expliquer au patient son ressenti. C'est ce que je fais. Voilà, vous sentez un petit peu d'eau, vous voyez une lumière verte, la lumière verte devient floue. Et donc, cet accompagnement, le patient est très heureux d'avoir ces mots. En conclusion, donc c'est une chirurgie qui donne une très grande reconnaissance. Les consultations à J1 post-op de lasik myopique, c'est des pluies de louanges, c'est formidable. C'est un challenge intellectuel et technique permanent. Il faut savoir s'appuyer sur des conseils experts. Prenez un coach, un chef, votre PH, quelqu'un que vous aimez bien. Vous allez enregistrer tout ce qu'il dit, vous allez le voir. Il faut savoir lui poser des questions, lui envoyer des messages WhatsApp pour des topographies. Et donc, il faut savoir s'entourer. Moi, j'ai en permanence une dizaine de chirurgiens qui m'envoient des topographies. Voilà, il faut savoir s'entourer. Et enfin, pour finir, je vous recommande l'écoute de ce fabuleux podcast avec à gauche. Donc, c'est un podcast que je coproduis avec le docteur Delbar, qui est au bureau de la Saphir. Si vous voulez tout savoir sur le LASIK, avec le docteur Damien Gatinel, on a énormément travaillé les questions en amont. Lui donne des réponses limpides. Si vous écoutez ces 4 séries d'épisodes sur le LASIK, vous aurez tout ce qu'il faut savoir, absolument tout au niveau expert. Et puis une autre approche anglo-saxonne avec le professeur Ranstein, qui parle du smile certes, mais qui en fait évoque un peu toute la chirurgie réfractive à l'anglo-saxonne et c'est passionnant. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Bah, Alors, oui, c'est bon. Oui, tu as été vraiment extrêmement exhaustif, extrêmement complet là, sur cette chirurgie. Alors, comme je pense que ça s'adresse cet exposé s'adresse à des personnes qui ont déjà une expérience et qui n'en ont pas encore. En fait, c'est une intervention qui est très rapide et qui doit être précise. Et alors, la grande différence pour les patients, c'est pas une opération spécialement difficile, hein, mais on va avoir des variations qui vont être dues au- à l'œil, en particulier aux variations anatomiques. Nous avons des gens qui ont des yeux très faciles d'accès et des gens qui sont avec des petits yeux très enfoncés qui sont plus compliqués. Alors, je pense que en commençant, c'est un aspect important. Donc, et là, de là, il y a la deuxième chose, c'est que c'est comme pour la chirurgie de la cataracte. Avant de commencer à opérer, il faut pas se précipiter. Il faut d'abord bien mettre le blépharostat, prendre la place, l'espace nécessaire. Parfois, il y a des gens sur lesquels il faut y aller par petits coups, parce que parfois, ils réagissent trop vite si on écarte trop vite. Il faut savoir positionner leur tête de façon à ne pas être gêné par la crête nasale, par exemple. Et ça, c'est très important. Et après, alors, j'ai deux éléments également que je fais maintenant. Avant l'opération, je leur explique qu'ils n'auront qu'à regarder, ils n'ont qu'une chose à faire, c'est regarder en direction soit d'une couronne ou soit d'un spot vert, parce que finalement, je leur explique que ce qui est important pour cette opération, c'est l'axe. En tant que chirurgien, je dois repérer l'axe. Et puis la deuxième chose, c'est que je leur donne avant l'opération un document d'une page, hein, post-PRK, post-EPRK ou post-LASIK, dans lequel je leur explique exactement tout ce qui va se passer après, quelles vont être leurs impressions, en combien de temps ils vont récupérer, ce qu'ils doivent faire, parce que ce qui est assez fatigant dans cette chirurgie, c'est de répéter toujours la même chose dans le soin post-opératoire. Et parfois, en répétant, on peut oublier des choses, alors que comme ça, ils ont ce document, on n'a pas à leur répéter, il faut leur expliquer comment on met les gouttes en post-opératoire, parce que un des problèmes, tu as parlé du coup de pouce, là, moi, ça m'était arrivé aussi. Et je dis toujours attention, puisqu'on a affaire à des personnes qui ont souvent des jeunes enfants avec eux. Et le truc classique, c'est on prend l'enfant dans ses bras et hop, il donne un coup de doigt dans l'œil, hein, c'est le problème classique. Donc, je leur dis de faire attention à ça et surtout de ne pas frotter ses yeux. Et lorsqu'ils mettent les gouttes, de ne pas toucher les paupières et en particulier la paupière supérieure, parce que sinon, ça risque de déplacer le volet. Voilà, c'est la seule chose que, voilà. Mais c'était vraiment très, très exhaustif, très complet ce que tu as fait. Merci beaucoup Camille pour ta présentation. Je pense que ce qui est top, c'est que tu précises bien tout le côté vraiment psychologique autour du LASIK. En fait, je pense que tout le monde peut opérer un LASIK au bout de quelques chirurgies. La courbe de progression est assez rapide, contrairement à une chirurgie de cataracte qui s'apprend sur de nombreuses années. Le plus important, c'est vraiment de gérer le patient pendant la chirurgie, avant la chirurgie et après la chirurgie. Et ça, encore une fois, le plus important, je pense, de ton topo, c'est d'avoir une voix douce et de bien parler au patient pour qu'il soit détendu et qu'il bouge pas.
Bah, merci pour le Et de topo. pas se Merci beaucoup. précipiter si jamais on s'aperçoit qu'il faut y aller tranquillement. Ouais. Il faut être très, très, très tranquille, très serein. Parfois, il y a des volets qui viennent tout seuls et parfois, il y a des volets qui demandent un peu plus de travail. Il faut être tranquille. Il faut penser à bien positionner son cleaver pour pas perforer le volet dans les cas difficiles. Et il faut y aller tranquille. Il faut prendre son temps, hein. Donc,